Coucou la communauté des French Learners. Alors, je commence une nouvelle série de vidéos qui s'intitule La pause café. Et dans cette série, j'ai décidé d'inviter des personnes spéciales. J'ai décidé d'inviter des personnes que j'admire, que je pense qui vont vous motiver, qui vont vous inspirer aussi à acquérir une langue. On va parler de langue, on va parler de plusieurs sujets de manière naturelle. Et aujourd'hui, je suis vraiment très, très heureuse parce que j'ai une invitée très spéciale avec qui je vais parler, avec qui on va parler. Je voulais vous dire, avant de commencer cet échange, d'aller sur mon site anissaël.com parce que si vous êtes débutant, il y a un cours spécial pour les débutants, le Baby Stage. Et cette conversation que nous allons avoir est plutôt pour un niveau intermédiaire ou avancé. anissaël.com pour acquérir le français naturellement. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Alice, bonjour tout le monde. Alors, j'aime bien commencer cette vidéo, cet échange avec notre boisson parce que c'est la pause café. Alors, qu'est-ce que tu bois, Hélène? Pas du café malheureusement parce que maintenant ici c'est l'après-midi et je bois mon café seulement le matin maintenant. Ouais. Donc c'est une boisson santé. C'est du gingembre, du citron et du miel. Ah. Et c'est Et dans ma donc, tasse. voilà, tu as ta tasse Wandering French parce que, Voilà. Hélène, tu as une chaîne YouTube. Mhm. Depuis maintenant plus de 3 ans. Et c'est le nom, c'est Hélène se promène en français. Ben, C'est au ça? début, c'était Hélène se promène parce que les premières vidéos qu'on a faites, c'était la série Hélène se promène. Mais on a commencé à faire d'autres sortes de vidéos, entre autres les French Presso. Et maintenant, on a ajouté Québécois 101. Donc, Wandering French, c'est le nom pour la chaîne au complet. Hmm. Mais c'est ça, il y a plusieurs types de vidéos. Très bien, oui. Et comme vous pouvez l'entendre, Hélène a un accent un peu différent du mien. Alors, est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux expliquer ton accent, Pourquoi? Hélène? Pourquoi j'ai cet accent? OK. Donc, moi, je suis canadienne. Je suis née au Québec. J'ai grandi au Nouveau-Brunswick et j'ai déménagé à Montréal plus tard. Et ça fait très longtemps que j'enseigne le français. Donc, j'ai aussi un peu un accent un peu plus neutralisé quand je parle avec des personnes qui ne sont pas québécoises ou canadiennes ou quand je parle avec mes étudiants. Hmm. Mais je veux dire, je vais quand même garder mon accent, mais je parle de manière plus facile à comprendre, comme maintenant. Oui, disons que moi, je te comprends parfaitement, mais c'est vrai, je dois l'admettre que parfois, je regarde des films québécois et je ne Ah, comprends pas presque rien. ouais. Et ça, c'est normal parce que j'ai vraiment l'impression que dans les films et dans les séries télé, ils exagèrent un peu l'accent puis le vocabulaire familier pour faire plus coloré. Ah, ah Parce que quand je d'accord. regarde des séries, je me dis, Hmm. est-ce qu'on parle vraiment comme ça? Pas tout le temps. Ah, ça c'est intéressant. Mhm. C'est oui. Mais j'ai quand même une petite anecdote. C'est que moi, je suis allée au Canada, mais au Canada anglophone, à Toronto. Mhm. Mais mon homme, vous vous dites mon chum, Mon chum, mon copain, chum. mon homme est allé au Québec avec des amis quand il était plus jeune. Et Mhm. ils sont arrivés au Québec et ils ont demandé la route. Et, donc l'homme qui a expliqué la route a parlé en québécois, ils n'ont rien compris. Et un des amis de mon homme, de mon chum, a dit: Oh, vous pouvez parler français, Ouf. s'il vous plaît? Oh là là. Oh.
Mais il l'a bien pris. Il a rigolé. Je pense que vous avez beaucoup d'humour. Ouais. Je pense qu'en France, on l'aurait mal pris, mais Ah. il Ouais, a ça dépend rigolé. peut-être. Ouais, ça dépend des personnes probablement. Est-ce que vous le prenez mal quand nous, on ne vous comprend pas? Ben, je pense pas. Ça va vraiment dépendre de la réaction de la personne et son attitude ou Hmm. genre, si on voit une attitude condescendante ou que la personne trouve que c'est un accent ridicule, là, c'est sûr que c'est insultant. Oui. Mais quelqu'un qui dit juste, ben, désolé, je comprends pas, je suis pas habituée à l'accent, c'est normal, on le sait, on a le même problème si on voyage ou en anglais, on a le même problème. Hmm. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît, euh, mais il reste que ça dépend vraiment de la situation et de la personne. Hmm. Hmm. Si ça arrive comme ça dans la rue et que la personne ne comprend pas, ben ouais. Moi aussi, probablement, je dirais, ah ben, désolé, je vois que vous n'êtes pas habitué à l'accent, c'est OK. Je vais vous parler d'une manière un peu plus neutre. Mais quelqu'un avec qui on travaille depuis des mois et qui est Ah, francophone et qui continue à nous parler en anglais, ça, c'est arrivé à quelqu'un que je connais et ça, c'est insultant. ah Parce oui. qu'on se dit, il faut quand même un minimum d'ouverture, il faut essayer de comprendre l'accent. Si on est en contact pendant longtemps avec des gens qui parlent un autre accent, il me semble que c'est naturel, c'est une manière d'accepter la personne, d'essayer de s'habituer à l'accent. Oui, et en plus, c'est du français. C'est du Ouais, c'est français. Ce ça. n'est pas. Oui, je trouve ça vraiment bizarre de parler en anglais, Ouais. qui est une langue Entre- complètement différente, voilà. là. Mais si c'est quelqu'un qui a un accent très fort, donc c'était un Québécois qui avait un accent très fort et sa collègue, c'était une Française qui apparemment arrivait vraiment pas à comprendre son accent. Mais lui, son accent était particulièrement fort et il faisait aucun effort pour le modifier ou il n'était pas capable, je sais pas. Mais il reste qu'elle lui parlait toujours en anglais et lui, c'était comme, mais on est deux francophones. Pourquoi Bah tu me oui, parles en anglais? oui. Mais je Ce pense n'est que c'est plutôt rare quand même. Oui, j'espère. Parce que moi, personnellement, j'ai envie que le français, quand même, se perpétue. Voilà. Je suis très heureuse que dans cette partie du monde, il y ait une petite région où on parle encore le français. C'est pas juste une petite région. Oui, en plus. Attention, il y a vraiment des francophones partout. Et, et c'est pour ça que c'est difficile de dire est-ce qu'on parle de français québécois ou de français canadien. Les gens pensent au Québec comme étant la plus grande région francophone au Canada, c'est vrai. Mm, Donc, en général, on va parler de français québécois, mais il y a des variétés de français qui sont quand même différentes à l'intérieur du Québec et à l'extérieur du Québec. mm. Parce que Euh, tu as dit que tu avais vécu dans le Nouveau-Brunswick, ouais, et ouais. on parle aussi le français? Le français. Et dans ma région du Nouveau-Brunswick, on est tout près du Québec et du Maine, des Mm, États-Unis. Et la variété de français qui est parlée là-bas s'appelle le brayon, mm. mais cette langue est très proche du québécois. Alors que les autres régions francophones du Nouveau-Brunswick, c'est plutôt le français acadien qu'on parle et qui est un accent différent. Ah, Les donc la Acadiens, différence est dans l'accent. oui, ben, le vocabulaire aussi, bien sûr, dans chaque région, le vocabulaire est Mm. différent, mais l'accent acadien, à mon oreille, ça sonne comme ça. Moi, je dis acadien, mais les Acadiens disent acadien, quelque chose comme ça. Ah, Acadien. Ils font pas l'affrication de DI, DU, TI, TU, et les voyelles nasales sont plus comme en Europe, à mon oreille. Donc, acadien, ah, c'est mais très, je connais très pas d'autres. intéressant. Ouais. Ouais, et donc, en Louisiane, il y a aussi des Acadiens, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, les descendants des Acadiens qui ont été déportés en 1755, et en tout cas, oui. Oui. Et eux, donc, ils parlent aussi comme l'acadien. Ça a évolué évidemment depuis le temps, mais oui, à la Mm. base, c'était le français parlé en Acadie. Et pourquoi vous parlez le brayon, ou tu sais? Malheureusement, C'est... je suis pas experte en histoire et en dialecte et tout ça. Ça m'intéresse, mais
Tout ce que Ouais. je sais, c'est que cette partie du Nouveau-Brunswick, c'est comme une petite péninsule qui est comme à l'intérieur du Québec. Donc, Mm. je ne sais pas qui a tracé les limites du Nouveau-Brunswick à un moment donné, mais en fait, la région d'Edmundston, où j'ai Mm. grandi, à une certaine époque, ils se sont proclamés une république indépendante, la République du Ah, Et des ah, deux côtés de la frontière, parce qu'on est juste sur la frontière américaine, et il y a des gens qui parlent français des deux côtés de la frontière, aussi du côté américain. ah, Mais bon, d'accord. maintenant, la ligne est tracée entre le Canada et les États-Unis. Mais c'est ça, c'est tout près du Québec et il y a une grosse influence québécoise sur le parler, le dialecte, l'accent. C'est vraiment très, très intéressant. Je ne connais pas. C'est vrai que nous, Français, on ne nous parle pas beaucoup de l'histoire du Canada, du Québec. C'est dommage, je trouve. Mhm, mhm. On ne nous en parle pas beaucoup, hein. Ouais. Et dans les cours d'histoire, on parle beaucoup des batailles. Oui, On parle pas beaucoup des langues, je pense, que les mm, gens ouais, parlent. exactement. C'est un aspect intéressant. Mais c'est la même chose pour moi. Je connais pas vraiment les accents en France. J'ai une Mm, idée très générale de. Je connais des mots, j'ai une idée générale entre le nord et le sud, mais oui. je voudrais un tour de Gaulle d'Hélène pour aller explorer tous les accents et toutes les spécialités culinaires. C'est une bonne idée, je pense. Et tu pourrais faire des vidéos sur ça. Ouais, certainement. Le tour Donc, de Gaulle pourquoi, des D'accord. d'ailleurs, d'où t'est venue ton idée, oui, de faire une chaîne YouTube? Parce que je vois que beaucoup de tes vidéos sont très intéressantes, même pour moi, parce qu'elles Mhm, parlent d'un vocabulaire spécifique québécois. Donc, mhm. pourquoi d'où t'est Ouais. venue cette idée et quel est ton objectif? OK. Au départ, mon objectif, c'était fournir de l'input compréhensible aux apprenants de niveau intermédiaire. Parce que j'enseigne, ça fait longtemps, ça fait depuis 2014 que j'enseigne sur Skype, donc juste des cours particuliers, une personne à la fois. Donc, je peux vraiment me concentrer sur les besoins de chaque personne. Et pour aider leur apprentissage, je leur recommande toujours beaucoup de contenu à écouter ou à lire. Mm, Mais c'est difficile, c'est un peu plus facile maintenant, mais c'était difficile à l'époque de trouver du contenu assez facile à comprendre pour quelqu'un qui est intermédiaire en français. Je connaissais ta chaîne qui est fantastique, surtout pour les débutants. Je sais que mm, maintenant, tu fais aussi des vidéos plus intermédiaires, mais pour les débutants, c'est fantastique. Mais entre les débutants et les avancés qui ont accès à tout l'Internet en français, il n'y a pas grand-chose, mm. malheureusement. Donc, c'était mon objectif premier. Comme il n'y en avait pas beaucoup, j'ai dit, moi, je vais en faire des trucs intéressants pour mes étudiants, plus faciles à comprendre. Donc, au départ, c'était Hélène se promène. Parce que j'aime voyager, j'aime enseigner le français. Je me suis dit, je vais faire des vidéos de voyage pour les gens qui apprennent le français. Mais Hmm, comme c'est des vidéos de voyage et que c'est intéressant à regarder, les gens, souvent, ils ne comprenaient pas que c'était des vidéos pour apprendre le français. Parce que l'input compréhensible, c'est pas tout le monde qui connaît cette idée encore. hmm, Donc, ils ne comprenaient pas vraiment c'était quoi ces vidéos-là, à quoi ça servait. Donc, plus tard, j'ai ajouté d'autres types de vidéos, entre autres les French Presso. Et finalement, je me suis dit, si on veut vraiment faire des vidéos qui vont toucher beaucoup de gens et que ma chaîne aussi grandisse, il faut vraiment avoir une spécialité. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui expliquent le français québécois. Donc, allez, je vais faire des vidéos pour expliquer le québécois. hmm. Donc, ça, c'est une idée qu'on avait depuis plusieurs mois. On a fini par la commencer en décembre et ça marche vraiment bien. Je vois que je réponds vraiment à une demande. Oui, Et parce c'est qu'il y fantastique. a, tu as raison, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'Américains, par exemple, qui veulent aller au Québec, qui veulent voyager au Canada. Et donc, Mhm. pour eux, c'est plus intéressant et c'est plus utile Plus euh, utile, voilà. d'acquérir le québécois, le français québécois, que le français de France et de Mm. connaître le vocabulaire spécifique des Québécois avec un accent qui est un peu différent. Tu as Mhm. raison. Et Ouais. aussi, je suis d'accord avec toi que sur YouTube, il y a maintenant une communauté grandissante, je trouve, Ouais. de personnes qui Mhm. comprennent
le concept de l'input compréhensible. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé mes vidéos aussi comme toi parce que sur YouTube, je ne trouvais que des vidéos en français qui expliquaient la grammaire. La grammaire. Et donc, ce Je n'est vais pas vous très expliquer la intéressant. grammaire. Exactement. Il y en a plein, mais tu veux comprendre une vraie personne qui parle. Oui. Et c'est la différence learning acquisition. Tu veux pas juste la grammaire, tu as besoin de quelqu'un qui te parle et ton cerveau va la comprendre toute seule, la grammaire. Exactement. Et de plus, le contenu, je trouve, une explication de grammaire, ce n'est pas très intéressant. Toi, tu dis toi-même, un contenu sur une vidéo que tu as faite d'un voyage, c'est beaucoup plus intéressant à regarder qu'une explication d'une règle de grammaire. Ce n'est pas seulement compréhensible, c'est aussi du contenu qui doit être intéressant, je pense. Ouais. Et là, c'est toujours l'équilibre entre intéressant et compréhensible. Oui. L'Internet peut être super intéressant, mais c'est incompréhensible. Les vidéos Oui. pour débutants, c'est très compréhensible, mais c'est pas intéressant. Oui. Donc, on essaye d'arriver à un bel équilibre, que ce soit à la fois intéressant et facile à comprendre en fonction du niveau de la personne. Oui, tu as raison. C'est bien de voir qu'il y en a de plus en plus. Oui, ça, c'est vrai qu'il y a des personnes maintenant, des popularités, des célébrités sur YouTube qui commencent à annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous. À répandre la bonne nouvelle, oui. Non, je pensais par exemple à Steve Kaufman, qui est maintenant très célèbre sur YouTube et qui, lui, parle beaucoup de l'input compréhensible. Oui, il y a même des entrevues avec Stephen Krashen. C'est intéressant. Et comment toi, tu as connu d'ailleurs cette méthode ou cette approche? Ouais. En fait, je me souviens même pas à quelle époque je suis tombée là-dessus, les théories de Krashen et tout ça. Ça fait longtemps, mais ça faisait déjà plusieurs années que j'enseignais. Ça faisait probablement au moins 10 ans, en fait, que j'enseignais. Et quand je suis tombée là-dessus, c'était comme, wow, ça marche parfaitement. C'est une manière magnifique, magique de comprendre tout ce qui se passe, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai analysé, tout ce que je fais dans mes cours. C'était comme une révélation. Mais est-ce que c'était aussi de ta propre expérience? Pardon de t'avoir coupé. Oui, mais... oui, non, ça va. C'est ce qu'on fait en français, c'est normal. C'est vrai, on se coupe beaucoup, oui. C'est culturel. On termine les phrases des autres. C'est plus difficile sur Zoom, mais bon. Mon expérience, je suis quelqu'un de très pratique, très concrète. Donc, dans mes cours, j'ai toujours voulu faire ce qui marchait. Et j'avais pas trop d'idées préconçues dans ma tête qu'on doit enseigner comme ça ou comme ça. J'essayais qu'est-ce qui marche pas. Et j'écoutais aussi le feedback de mes étudiants pour voir qu'est-ce que eux aiment, qu'est-ce que eux ils trouvent qui marche. Donc, au fil des années, j'ai vraiment développé mon approche d'enseignement et c'est ça, j'ai tendance à faire des choses qui sont beaucoup plus naturelles, moins structurées, même dans des contextes où je devais avoir un plan de cours. Souvent, les meilleures leçons, c'est comme, OK, il y a une question super intéressante, on va embarquer là-dedans, puis on a une discussion super intéressante, toute la classe pendant une demi-heure. C'est comme, ouais, on n'a pas fait le plan de cours, mais c'est pas grave. On a eu une vraie discussion en français sur un sujet intéressant. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, en général, les meilleures leçons, ce sont celles qui sont le moins planifiées, en fait. Voilà. Oui, parce qu'on répond vraiment à un besoin, on répond à un intérêt. Et j'aime d'ailleurs beaucoup les approches d'input compréhensible non structurées parce que ça marche mieux avec ma personnalité. Donc, en tout cas. De toute façon, l'input compréhensible, il n'y a pas vraiment de structure. Hein. C'est juste, pour moi, c'est une approche. Oui. C'est le fait d'acquérir une langue de manière naturelle, en fait. Ouais. Mais il y a quand même des approches développées par des profs. Il y a des méthodes, oui. Des méthodes, OK. Donc, certaines qui sont plus structurées, d'autres qui le sont moins. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, un aspect révélateur de la théorie de Krashen, c'était le filtre affectif.
Ouais. Parce que j'ai toujours voulu créer une atmosphère de classe positive quand j'avais des vrais groupes en personne. Puis je sentais que c'était super important et que ça aide la motivation. Et maintenant, j'ai le vocabulaire pour dire, OK, c'est que ça fait baisser le filtre affectif. Et là, ta motivation, ton intérêt, le plaisir que tu as à apprendre, ça aide. Mm. Donc ça, c'était une Mm. manière très intéressante de Ouais. comprendre ce qui se passe en classe et l'opposition entre le language learning et language acquisition. Donc, en classe, traditionnellement, on fait juste étudier la langue, comment ça Mm. fonctionne. Et moi, j'ai jamais aimé faire ça parce que Mm. je savais que mes étudiants avaient besoin de pratiquer. Maintenant, je comprends qu'ils avaient surtout besoin d'écouter avant d'être prêts à parler, mais il reste que je me concentrais sur le côté pratique qui était l'acquisition. Mm. Et c'est vrai que le filtre affectif est un facteur essentiel pour acquérir une langue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que le filtre affectif, j'ai fait une vidéo dans ma série précédente sur cette hypothèse émise par le docteur Mhm. Krashen. Et est-ce que toi, tu peux expliquer ce que c'est que le filtre affectif? Ouais. Pour moi, c'est tous les facteurs qui sont propres à chaque personne. Chaque personne est Mm. différente. Mm. Donc, c'est tous les facteurs qui font que quelqu'un va apprendre facilement ou va trouver ça vraiment difficile d'apprendre. Mm. C'est c'est la manière la plus simple de l'expliquer. Donc, comme je disais, si quelqu'un est très motivé, là, c'est un aspect positif. Si quelqu'un euh, a une attitude positive envers la langue et aussi envers les personnes qui parlent cette langue, ça aussi, c'est positif. Mais si quelqu'un a peur, si quelqu'un a l'impression qu'il n'est pas capable d'apprendre une langue, si quelqu'un a juste peur de faire des erreurs ou quelqu'un trouve que c'est pas utile ou quelqu'un est convaincu qu'il ne peut pas apprendre, là, ça fait monter le filtre affectif et ça devient impossible d'apprendre. Ouais, exactement. Super explication, Hélène. Mais c'est vrai que moi, dans mon expérience personnelle, d'ailleurs, je t'en avais parlé avant notre entretien, là maintenant, avec le portugais, par exemple, mon filtre affectif est haut parce que j'ai des expériences un peu négatives avec les Portugais. Mhm. Je parle espagnol, donc mon accent est très espagnol et à chaque fois, les Portugais pensent que je suis espagnole et ils ont une attitude envers moi qui est un peu négative parce qu'il y Ouais. a entre les Espagnols et les Portugais, c'est comme tous les pays frontaliers, hein. Les gens ne s'aiment pas beaucoup ou ils ont des stéréotypes, enfin des Mhm. idées sur les autres. Et donc, c'est vrai que pour moi, en ce moment, je ne suis pas très motivée à apprendre le portugais. Je ne sais pas Ouais. si toi, tu as une expérience similaire avec une langue. Ouais. Je suis- Évidemment, j'ai fait une grande réflexion sur les langues que je parle ou que je parle pas et Mm, pourquoi. mm, Et ma conclusion, c'est vraiment en bonne partie des facteurs, comme tu dis, qui ont pas rapport à nous, c'est un facteur externe. Donc, par exemple, j'ai habité en Chine et en Corée. Le chinois, je l'ai appris. Et le coréen, je ne l'ai pas appris. Pourquoi? On penserait que le chinois est plus difficile, mais premièrement, le chinois est plus facile que le coréen. Ah, pourquoi? Je ne parle pas de l'écriture. La grammaire de base est super simple. C'est Mm. sujet, verbe, objet, pas de conjugaison, pas de masculin, féminin, pas d'article. C'est super simple. Oh, ouais. Donc, ça devient facile de faire des phrases de base sans mémoriser plein de vocabulaire, plein de règles. Le contraire de ça, c'est le bulgare avec toutes ses déclinaisons, puis je comprends pas la grammaire du bulgare. Parce que tu habites en Bulgarie en ce moment, hein, Ouais. pour ceux qui nous écoutent. À Sofia, en Bulgarie. Donc, le chinois, la grammaire, au départ, elle est beaucoup plus facile. Il y a d'autres difficultés. La prononciation est très difficile à comprendre au début et l'écriture, ça, c'est un autre problème. Mais pour parler, pour comprendre, c'est pas si difficile. Alors que le coréen, les sons sont aussi difficiles à comprendre, mais la grammaire est beaucoup plus compliquée. Donc, ça, c'est un facteur juste la langue, qu'est-ce qui est différent dans la langue. Mais la différence principale, c'est l'attitude des gens.
donc un peu comme ton expérience au Portugal. En Chine, tout le monde était curieux, tout le monde voulait nous parler. Donc, on avait la même conversation à répétition partout. Au début, on comprenait rien, mais à la longue, tu finis par comprendre. Donc, tu viens de quel pays? Est-ce que vous êtes mariés? Parce qu'ils voyaient Dan et moi. On finit par comprendre les questions. Et c'est magique. Et tout le monde était super curieux de nous parler, des grands sourires, contrairement aux stéréotypes qu'on a contre les Asiatiques. Ah, ils sont réservés. C'est comme, non, pas à Shanghai, en tout cas. Donc, les gens étaient vraiment curieux de nous parler et c'est comme ça qu'on a appris le chinois naturellement, juste à écouter ce que les gens nous disaient, puis on finit par répéter ce qu'on entend. Et leur attitude était très positive. C'était drôle quand on commençait à parler, même si c'était tout croche. Ils étaient contents qu'on fasse l'effort de parler. Donc, c'était des bons language parents. Je ne sais Oui, pas si tu as entendu parler de ça. oui, Donc, oui, oui. c'était des très, très bons language parents qui nous ont aidés à avoir une très bonne base en chinois. En Corée, c'est l'inverse. Les gens sont très réservés. La culture fait que tu ne vas pas parler aux gens que tu ne connais pas. Et les gens ont très peur de parler anglais parce que Ah, leurs cours d'anglais sont très classiques, très traditionnels. C'est de la grammaire que moi-même, je ne peux pas comprendre alors que je parle anglais. Donc, ils sont complètement dans le language learning. Il n'y a aucune acquisition. Ça change un peu avec les jeunes, mais en tout cas. Donc, ils ont très peur de parler anglais et ils n'ont pas vraiment le recul sur comment parler à quelqu'un qui apprend la langue. Et leur langue est quand même, les phrases sont hmm. longues et compliquées avec des longues terminaisons de verbes. Donc, c'est presque impossible d'avoir de l'input compréhensible quand on habite en Corée. Ah Et oui. les gens qui n'ont pas peur de parler aux étrangers vont en profiter pour pratiquer leur anglais. Donc, C'est fascinant ça. ouais. C'est vrai que oui, c'est dans l'attitude des gens, tu as raison. Mm. Dans la culture du pays, si les gens sont Mm. accueillants. Et Ouais. donc le terme language parent, pour expliquer à ceux qui nous regardent, c'est comme tes parents quand tu étais bébé ou quand tu étais petit, ils t'ont beaucoup parlé ou ils t'ont fait des gestes pour se faire comprendre, ils Mhm. parlaient lentement. euh, et c'est la même chose pour n'importe quelle autre langue. Mm. Il faut trouver un papa ou une maman de la langue pour t'aider à Oui. l'acquérir. Et qui a une attitude très positive. Le bébé, quand il dit maman, lolo, la maman ne va Mm. pas dire il faut dire de l'eau. Elle va Oui. comprendre lolo, puis elle va peut-être lui répéter tu veux de l'eau. Donc là, c'est le modeling, là, discrètement, selon le niveau de l'étudiant, on répète la chose de la bonne manière, mais sans corriger. Puis quand l'enfant dit un mot, les parents sont contents. Waouh, tu as dit un nouveau mot. Ils vont pas dire ta grammaire est pourrie. Ils vont pas faire ça. Ça revient encore au filtre affectif. Parce que Exact. si Ouais. tu corriges, si tu dis ta grammaire est pourrie, ton filtre affectif, il Ouais. monte, tu deviens nerveux, Ouais. stressé. Ouais. 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 D'ailleurs, la correction, est-ce que c'est une des hypothèses de Krashen? Est-ce qu'il parle de la correction dans une des hypothèses? Il parle du moniteur aussi qu'on se Oui. corrige parce que Ouais. on essaye de se corriger parce que justement on a appris des règles de grammaire Mm. et donc notre cerveau veut se corriger. Mais ça, en Mhm. général, ce n'est pas, ça nous bloque pour parler. On a Mm. peur justement de faire des erreurs. Mm, mm, mm. Ouais, le moniteur, il est utile quand on a le temps de préparer ce qu'on veut dire ou on est en train d'écrire, mais en Mm. communication orale, naturelle, moi je dis toujours, concentrez-vous sur la communication, pas sur la perfection. Sortez les mots, même si c'est pas parfait, les gens vont comprendre. Mm. Et ça vous permet de pratiquer plus et de vous améliorer. Exactement. Et Ouais. donc, tu parles couramment le chinois. Bon, pas couramment, Je surtout pas suis maintenant. impressionnée, hein. J'ai beaucoup oublié. Puis en fait, je ne sais pas exactement quelle sorte de niveau j'avais en chinois. Donc, au bout de 3 ans, au bout d'un an à Shanghai, j'étais à l'aise dans les situations de la vie de tous les jours, mais Mm. avec un vocabulaire très, très restreint. Mm. Mais tu Mais, pouvais communiquer, voilà. ouais, Voilà. et je comprenais quand les gens me parlaient, même si c'était rapide, parce que j'ai appris en immersion. Ce qui ne Mm. marche pas dans toutes les langues, comme on dit bien. Mm. Mais pour le chinois, à cette époque, à Shanghai,
tout le monde nous parlait en chinois. Il n'y avait pas beaucoup d'anglais. Maintenant, les restos ont des menus en anglais. Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Il y a eu les Jeux olympiques, il y a eu Parce l'Expo que à c'était Shanghai. quand tu étais à... 2003. Ah oui, il 2003 y à a 2006. longtemps. Hmm. Ouais. Donc, j'ai beaucoup oublié. Mais Oui, donc, j'avais un vocabulaire restreint et j'étais capable de me débrouiller. Et maintenant, avec, entre autres, ce que Terry Waltz a fait, là, le Super 7 et Sweet 16, je me rends compte que c'est essentiellement ça que j'avais. Les structures donc que tu mets aussi dans ton baby stage. oui, pour expliquer, Super 7, les Super 7 et les Sweet 16, ce sont en fait les verbes ou les structures les plus fréquemment utilisées dans une langue. Et c'est Terry Waltz, qui est d'ailleurs professeur de chinois, qui a inventé, développé ce concept. Parce que c'est vrai que si on regarde une langue de plus près, en fait, dans des conversations journalières, enfin de tous les jours, on utilise ces structures tout le temps. Ouais. En fait, on utilise très peu de vocabulaire. Comme tu dis, on a un vocabulaire restreint dans les conversations de tous les jours. C'est comme les vêtements. Ils disent qu'on utilise 20% de notre garde-robe 80% du temps. Je pense que c'est la même chose avec le vocabulaire. J'exagère Ouais, un peu. non, mais je pense que tu as raison, hein. Je pense que c'est ça. On utilise vraiment très peu de mots, en fait, dans nos conversations de tous les jours. Ouais. Ouais, Et surtout donc, dans ce qui est pratico-pratique. Quand tu es dans un autre pays, ben, tu veux savoir est-ce qu'il y a ça, où est le truc, est-ce que vous avez ça, est-ce que je peux faire ça? C'est toujours oui, les mêmes questions. oui. Donc, en fait, quand on commence à acquérir une langue, il est plus efficace et plus utile de se concentrer d'abord sur ses structures et sur ses verbes qu'on va Ouais. tout le temps utiliser. Ouais. Donc, ça, c'est comme le squelette. Puis là, ben, le Voilà. vocabulaire, c'est les muscles pour faire bouger le squelette. Très belle image, Hélène. Heureusement que j'ai pas bu plus de café parce que ça serait pire. Je vais rester au gingembre. Écoute, C'est des choses que j'ai. c'est très intéressant, Hélène. Je suis vraiment très contente de te parler. Et je vais mettre dans la description de la vidéo le lien vers ta chaîne YouTube et le lien, tu as aussi un site, n'est-ce pas? Oui, c'est la même chose, wanderingfrench.com. Oui. Et sur ton site, très bien. Et ton site, qu'est-ce qu'il y a sur ton site? Il y a les vidéos et des choses en Oui, plus? il y a toutes les vidéos publiques et pour chaque vidéo, il y a la transcription et les vidéos Hélène se promène ou Québécois 101 qui sont plus longues. Il y a aussi la traduction anglaise, donc côte à côte avec le français pour quelqu'un qui veut faire ça parce que c'est une très bonne technique pour comprendre la langue. Comme j'explique à mes étudiants, quand tu regardes les sous-titres, là, tu vois, OK, j'ai dit, ça m'intéresse. Nanana. Et là, mes étudiants, ils disent toujours, je suis intéressé ou c'est comme, ça existe, je suis intéressée, mais on va dire spontanément, ça m'intéresse. Puis là, ils vont voir dans la traduction, I'm interested. C'est comme, ah, donc en français, on dit, ça m'intéresse. Donc, pour quelqu'un qui a ce genre d'approche, qui aime faire quelque chose comme ça, il peut comparer la traduction et voir vraiment l'équivalent en français, la forme naturelle. Ouais. Donc, ça, je Ça, trouve ça bien. c'est super, ça. Donc, ça, c'est le site. Et quand je dis il y a toutes les vidéos publiques, c'est-à-dire toutes les vidéos qui sont disponibles publiquement sur YouTube, parce que j'ai des vidéos qui sont seulement pour mes abonnés Patreon, comme toi, tu as ton Baby Stage et tout ça. Donc, sur Patreon, j'ai une vidéo par jour. Mais ça, c'est seulement pour ceux qui payent 5 par mois. Oui, c'est vraiment peu pour recevoir du super contenu. Ben, c'est comme toi d'ailleurs, c'est à peu près 5 euros. Oui, mais c'est comme prendre un café, un grand café, Voilà. donc par mois, c'est une Ouais. petite contribution et on peut recevoir, on reçoit donc du contenu intéressant et Ouais. compréhensible. Voilà. S'il y a quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui est bulgare et qui veut faire des French Presso bulgares, je m'abonne immédiatement. D'accord, Je c'est très bien. rêve d'avoir de l'input compréhensible en bulgare. C'est ce qui me bloque actuellement. Je suis peut-être trop convaincue
du bien fondé de cette approche. Je veux de l'input compréhensible. J'ai pas envie d'ouvrir mes petits livres de grammaire ou les phrasebooks. Puis avec la pandémie, c'est difficile de parler. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir accès à des vidéos de quelqu'un qui parle, qui fait le language parent peut-être, comme en tout cas. Je mon comprends, rêve. il y a des langues encore qui n'ont pas beaucoup de, enfin, ce sont bien sûr peut-être parce que ce sont des langues qui sont moins populaires ou moins courantes, ou comme le bulgare. Moi, pour le portugais, c'est la même chose. Je ne trouve pas de vidéos en portugais européen du Portugal. Il y a beaucoup de vidéos brésiliennes, mais l'accent est différent. Et il n'y a pas beaucoup non plus de vidéos avec de l'input compréhensible. Encore une fois, ce sont des règles de grammaire qui sont expliquées, et moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, même chose pour le bulgare. Alors là, on lance une annonce sur YouTube. Portugais du Portugal, bulgare, s'il vous plaît. Très bien, Hélène, je suis vraiment très heureuse. Est-ce qu'on dit, tu sais, pour terminer, le mot de la fin? Est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, j'en avais préparé un. Ah. Tout le monde est capable d'apprendre une nouvelle langue. Il suffit de créer ou de trouver les bonnes conditions. Exactement. Et là, nous, on est les contre-exemples. Pour les langues qu'on aimerait apprendre, mais on a eu beaucoup de succès avec d'autres langues, donc parce qu'on avait les bonnes conditions. Donc, il ne faut pas penser qu'on n'est pas bon pour apprendre une langue. Il n'y a pas de mauvais apprenants, il n'y a que des mauvaises méthodes, je pense. Exactement. Super mot de la fin. Là, c'était la meilleure manière de terminer cet entretien de manière positive. On est tous capables, notre cerveau est fait pour acquérir des langues, n'importe quelle langue. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Hélène. Donc, je vais tout mettre dans la description de la vidéo, en bas de la vidéo. Mettez dans les commentaires si vous avez eu des expériences similaires avec une langue. Si par exemple, vous aussi, vous avez acquis le chinois facilement, si vous avez eu des difficultés avec le coréen comme Hélène, ou si c'était l'opposé, peut-être aussi. Chacun est différent et a une expérience différente. Et puis, mettez si vous connaissez des vidéos en bulgare, des vidéos en portugais, s'il vous plaît. Et si j'ai parlé trop vite, désolée, c'est ma tendance naturelle de parler très vite. Donc, j'espère que je n'étais pas trop difficile à comprendre. Mettez-le dans les commentaires, mais de toute façon, comme je l'ai dit au début, ces vidéos sont destinées à un niveau plus avancé. Donc, je pense que c'est un bon exercice aussi, pour essayer de comprendre et aussi s'adapter à des accents, des façons de parler différentes. Donc, merci beaucoup, Hélène, et à bientôt. À bientôt, j'espère en vrai qu'on se rencontre. Ben oui. Parce qu'on n'est pas si loin que ça non plus. Il y a Agen qui continue à m'intéresser, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y aller. Agen ou Agen? Agen, oui, donc là encore, il y a des différences dans si on vient du Sud ou si on vient de comme moi, de Paris, on dit Agen, mais avec l'accent du Sud, ça serait plutôt Agen. Oh, OK. Et donc, c'est une conférence pour les professeurs de langue et aussi pour ceux qui veulent, il y a aussi des élèves, parce que le matin, il y a des cours de langue et c'est pendant l'été. Donc, mais on ne sait pas encore avec les conditions actuelles. Ce n'est pas encore sûr et certain. Voilà, donc merci beaucoup et à bientôt, Hélène. Au revoir. À bientôt, Alice. Au revoir. À bientôt.